l'inexorable marche du temps. Dans une société où tout s'accélère, nous allons ensemble prendre le temps et mettre en perspective tous ces changements qui ont déjà bouleversé nos vies et ceux qui les bouleverseront encore dans un avenir plus ou moins proche. Soyez les bienvenus dans Enquête de région. Dans cette émission, nous verrons que cette course à la modernité laisse quelques-uns d'entre nous au bord du chemin. Numérique, automobile, nouvelles technologies. Comment les progrès du passé forgent-ils notre avenir? Voici le sommaire d'Enquête de région. Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qui a changé au Russet dans le Haut-Doubs. 13, 14, 15, 16, 17, 20. Il y en avait 25 qui étaient dans l'entourage et tous ces petits magasins n'existent plus. Beaucoup de Français se sentent dépassés et exclus par les nouvelles technologies. Nous avons rencontré les oubliés du numérique. Quand vous êtes sur l'écran et que vous vous dites « si j'appuie et que ça fait une fausse manœuvre, qu'est-ce que je fais ?» Les changements sociétaux se signalent aussi par le design de nos voitures, à commencer par le poste de conduite. Regard sur son évolution avec le pionnier de l'automobile, Peugeot. Tout d'abord, un volant compact, un afficheur tête haute et un écran tactile. Contrairement aux cassettes audio, les années 80 ont du mal à s'effacer. Phénomène nostalgique ou refuge? Chacun fait aussi ses années 80 à sa façon. Comme on y a facilement accès, on va pouvoir l'intégrer dans ce qu'on vit dans le présent. Que de changements, c'est tout de suite dans Enquête de région. Quels changements ont vécu les habitants de Bourgogne-Franche-Comté ces dernières décennies? Pêle-mêle, on pense à la raréfaction des services publics, des petits commerces, la fin des bistrots, moins de fermes aussi et des exploitations agricoles de plus en plus grandes. Alors, pour comprendre ce qu'impliquent ces changements dans notre quotidien, on a remonté le temps à l'échelle d'une bourgade de 2500 âmes dans le Haut-Doubs. Le Russet change d'air, reportage d'Emmanuel Rivalin avec Laurent Brocard. En 1970, l'ORTF visitait le Russet. Entre Mèche et Morteau, à quelques kilomètres de la côte de la Grand-Combe sur la frontière suisse, le Russet. Une bourgade des plateaux du Haut-Doubs entre prairies et forêts de sapins. Un demi-siècle plus tard, qu'en est-il justement de ceux qui vivaient entre prairies et sapins? Leur village a-t-il changé? Nous avons retrouvé l'un de ses habitants, un jeune garçon, tout droit sorti d'une carte postale bien connue en Franche-Comté, de celles qu'on trouvait parfois dans les calendriers de la Poste. Il est attesté, même si je ne me reconnais pas, qu'il s'agit bien de moi sur cette photo. J'ai gardé toujours le petit embonpoint que j'avais déjà à l'époque. Quand je regarde cette photo, pour moi, c'est quand même le village du Russet avec son club de foot, les copains, bien sûr. Le petit Claude avait 10 ans. Sur une autre carte postale, c'est encore lui, au milieu des gentianes en fleurs. On m'a choisi parce que j'avais une bonne bouille. Mais on méritait peut-être pas de cette notoriété, cette place, parce que ni Jean-Luc ni moi-même n'avions une activité agricole intense. Et hormis aller chercher le petit pot de lait à la fromagerie proche chaque jour, dans la réalité, on n'a jamais été trop conducteur de ce type d'attelage. Cette réalité, vue à hauteur d'enfant, est-elle toujours d'actualité? Le vernis de la carte postale a sans doute craqué au fil du temps. Cela valait bien une visite, du côté de la fromagerie justement. Depuis sa construction en 1930, elle n'a pas bougé. Avec son avant-toit, qui rappelle la Suisse voisine. À l'intérieur, dans les remous du lait, la lente chorégraphie du comté. Une sensation de permanence, mais en regardant bien, certains outils ont changé. Exactement, ça fait partie des outils qui ont gagné au niveau du confort de travail, puisque les tranches cahiers sont en titane. Donc ça veut dire que par rapport à l'inox, c'est 2 fois plus léger. Donc par exemple, un tranche cahier qui pèse environ 18-20 kg avant,
Aujourd'hui, nous, on a des tranches caillées qui font 9 kg, 9 à 10 kg maximum. Donc ça nous permet déjà de moins forcer pour mettre les tranches caillées en cube, mais surtout aussi d'évoluer au niveau du personnel. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui veulent se faire former dans les fromageries. Notre apprenti est une fille et notre ancienne seconde qui s'est installée aujourd'hui sur une ferme était également une femme. Juste en dessous, dans la cave d'affinage, un autre changement nous attend bien visible. Du muscle, de la poigne pour saler les fromages. Bref, un robot. Une bénédiction pour les agriculteurs, actionnaires de la fromagerie. Aujourd'hui, retrouver de la main-d'œuvre pour retourner des fromages, c'est mission impossible, on va dire. C'est des métiers qui ont disparu. Faire quelques fromages, c'est possible, mais quand on s'attaque à une cave entière, physiquement, c'est pas évident. On disait autrefois que la fromagerie était le cœur battant du village. À 6 h du matin, quand les agriculteurs apportaient eux-mêmes leur lait. La fameuse coulée, remplacée par les camions de ramassage. La coulée, c'était important pour les producteurs. C'était un petit peu l'endroit où c'est que ils se rencontraient, ils échangeaient beaucoup, ils apportaient chacun un petit peu leur grain de sel, des histoires, ils parlaient de la pluie et du beau temps, mais c'était un lien social très important et ça permettait aux gens de se rencontrer. Cette petite musique du lien perdu, on l'a entendue plusieurs fois au Russet. Nostalgie d'un temps où les habitants se fréquentaient et travaillaient ensemble. Il faut dire que dans les années 70, le village possédait 3 usines, aujourd'hui disparues. Une petite commune, certes, mais une commune qui s'industrialise certainement. On fabrique ici 3000 boîtiers de montres et 60 ouvriers travaillent en coopérative ouvrière. Au Russet, il y avait aussi des briquets de luxe, une production unique en France à l'époque. C'est un métier qui correspond à la précision, à la qualification des gens du Haut-Doubs, c'est-à-dire un métier de précision, c'est qu'il faut apporter un soin attentif à son travail. Autre industrie du Russet et celle-ci originale, la fabrication de baromètres de la première pièce à l'instrument complet. Un baromètre, toujours au beau fixe sur le Russet, et qui pouvait s'en plaindre. Mais c'est un grand avantage d'avoir du travail sur place. Déjà, question du déplacement. Et puis, quand on a construit, il fait bon quand même avoir un travail dans sa localité. Ce monde agricole et industriel à la fois a profondément modifié le village. Odile Mougin était marchande de meubles, présidente des commerçants dans les années 80. Elle a vu son village se transformer. Il y a 4 magasins qui restent, alors qu'avant, vous voyez, 3, 2, 5, 6 et 2, 8, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Il y en avait 25 qui étaient dans l'entourage et tous ces petits magasins n'existent plus. Il y avait un magasin de peinture et articles ménagers et tout pour l'extérieur, 3 coiffeuses, un fleuriste, fil d'art, tout ça, la plupart n'existe plus. C'était un fourmillement dans le Russet parce qu'on avait tous ces petits magasins, tout le monde allait d'un côté d'un autre, c'était beaucoup plus sympathique. Alors maintenant, c'est des voitures des frontaliers. Aujourd'hui, la place du village s'est déplacée autour de la grande surface, le plus gros employeur de la commune. Une chapelle un peu perdue veille sur les commerces. Un monde propre, organisé, mais sans les majorettes d'autrefois. Une parade soutenue par les commerçants, désormais disparue. Toutes les associations faisaient un char, les pompiers, les footballeurs, toutes les associations. Et c'était vraiment fantastique parce que c'était à celui qui faisait le mieux. Et il y avait une cavalcade qui était vraiment réjouissante. Tout le monde venait de partout. Qui se souvient d'Eddie Mitchell au Russet? Ceci est mon histoire. Et combien d'autres après lui? Joe Dassin, la compagnie créole, Carlos. Loin de céder à la nostalgie, le Russet opte aujourd'hui pour d'autres spectacles, tout aussi populaires. Une fête des Lumières inspirée de celle de Lyon. Tous les totems du village sont cités, y compris les majorettes. Sans oublier un élément incontournable du Russet. Avec mes
les amis. Installez-vous, vous sortez les albums. Autant le dire, ce reportage n'aurait jamais existé sans ces collectionneurs de cartes postales. Avec eux, on découvre l'existence d'une gare, de quelques bistrots disparus. Mais pour ces gardiens de la mémoire, le vrai trésor du village, c'est la forêt, abondamment photographiée. Les sapins du Russet étaient les plus hauts de France. Certains sont partis avec les tempêtes, d'autres meurtris par la sécheresse. Mais l'inconscient du village était là. Alors ça, c'était les dimensions. Hein. Vous avez l'année, vous avez la hauteur, la circonférence. On n'a pas trouvé, dans cette essence-là, de plus gros sapins. Ah non, ça n'existe pas. C'était les plus gros, quoi. Ils faisaient 53 mètres de haut, 30 mètres cubes, 4 mètres, entre 4 et 5 mètres de circonférence. Hein. Donc c'est la mémoire forestière qui a disparu, quoi. Si la vérité est dans les cartes, il faudrait aussi parler d'un dernier sujet. La neige, omniprésente autrefois. C'était sérieux, hein. Tellement de neige que route coincée, quoi. Fallait péler. Quand on arrivait dans les fermes, on était accueillis comme des sauveurs. Quand il neigeait bien, on ne voyait pas les piquets de clôture. On pouvait skier dans tous les sens. L'ombre des skieurs s'est effacée, définitivement. Mais les habitants du Russet gardent le contact avec leur paysage, avec ses courbes, avec ses faux plats. Une histoire de racines et de métamorphose. Autre métamorphose qui a profondément bouleversé notre vie, l'essor du numérique. Internet omniprésent est désormais indispensable pour remplir un formulaire, payer une facture ou correspondre avec nos proches. Internet, outil formidable pour beaucoup d'entre nous, outil formidablement exaspérant pour tous ceux qui n'en maîtrisent pas l'usage, incapables par exemple de rédiger un simple email, un courriel en bon français. Les exclus du numérique, reportage de David Segal et Margot Gésio. Pas de smartphone, ni de tablette. Elisabeth n'est sur aucun réseau social. Merci pour la belle photo. Avec son téléphone, elle envoie rarement quelques SMS. Écrire de lettre à lettre, ça va très lentement. Et ça demande beaucoup de concentration. Envoyer. À 65 ans, elle n'est pas très à l'aise avec Internet et les nouvelles technologies. Je me sens étrangère. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, mais j'ai du mal à m'investir. On se sent seul. Une impression d'isolement. Elisabeth est en fait victime, malgré elle, de l'exclusion numérique. C'est un phénomène encore tabou qui touche 13 millions de personnes en France, soit un habitant sur 5. Cela porte un nom, l'électronisme. C'est la difficulté à maîtriser les outils numériques, voire à y accéder. En Bourgogne-Franche-Comté, les zones rurales sont plus touchées que la moyenne, car souvent moins connectées. Pour rompre cet isolement, certains dispositifs ambulants existent, comme en Saône-et-Loire. À bord de son van, Sébastien Cano sillonne toutes les semaines les routes du département pour se rendre dans les petits villages. La situation aujourd'hui est que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer, aller sur des lieux des grandes communes. Donc l'intérêt, c'est de venir à eux pour leur faciliter la vie. Aujourd'hui, direction la petite commune de Marie, 300 habitants. Bonjour tout le monde. C'est le 3e cours d'informatique pour ces seniors. Tous ont entre 65 et 80 ans. Ils viennent apprendre les bases, comme envoyer un mail avec une pièce jointe. Pour rappel, une adresse mail, c'est toujours avec un arrobase, .fr ou .com. Alors je vais maintenant sur bureau, c'est ça, hein? Pour Michel, encore hésitant, se servir d'un ordinateur est aujourd'hui essentiel. Ça va?
Bah oui, t'as mis l'adresse avant, t'avais mis ton adresse. C'est bon, il y a tout. Donc là, je peux vous confirmer que vous pouvez l'envoyer. Maintenant, il faut être à la pointe du progrès, on n'a pas le choix, hein. Il faut vivre avec. Hein. Faut vivre avec. Hein. On ne peut pas toujours compter sur les enfants, donc il faut se débrouiller. Assurance maladie, banque, sécurité sociale. Aujourd'hui, la plupart des démarches administratives se font en ligne. En 20 ans, il y a quand même changé beaucoup. Hein. Les papiers, c'est incroyable. Au départ de ma retraite, moi, je ne pensais pas en avoir besoin, que ça allait être utile comme ça. Quoi. La sécurité est le thème qui inquiète le plus ces retraités. Face à ces nouveaux outils, il faut alors les mettre en confiance. Comment faire un mot de passe sécurisé mais facile à retenir? Avec Internet, beaucoup craignent d'être piratés. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « je comprends pas, moi je connais et je me suis fait quand même arnaquer ». Alors ça me fait peur. Là je me dis j'ai vraiment du mal. Tout ce qui est papier, de toute façon il n'en est pas question. Ne serait-ce que pour les impôts. Mon mari ne veut pas qu'on fasse la déclaration sur Internet. On a toujours les papiers. Les personnes âgées non connectées forment une minorité silencieuse. Pour eux, la transformation de notre société est brutale. On l'a vu notamment avec la crise de la Covid, où on a informatisé des millions de foyers. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. En France, 1 million de personnes seulement bénéficient d'une aide au numérique, insuffisant pour réduire la fracture sociale. D'autres pays d'Europe ont réussi à prendre le virage du numérique à temps. Nous, ce n'est pas forcément encore le cas. Si on avait pu gagner 10 ans dans cette thématique, ça aurait été largement plus bénéfique pour les usagers et pour l'administration. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de se passer de l'outil informatique. Marie-Elisabeth en sait quelque chose. Là, je fais des semis de tomates. C'est le début, c'est la création. Est-ce que ça va marcher, évoluer J'aime beaucoup. Cette agricultrice vend ses légumes sur les marchés, mais aussi par Internet. Les commandes, je les reçois par mail, je les retranscris, mais j'ai encore les bordereaux de livraison et les factures papier. Des papiers, Marie-Elisabeth en a accumulé beaucoup. C'est presque devenu une phobie. Ça reste dans le panier. Ça reste dans le panier et ça bouffe. Chaque semaine, elle reçoit de l'aide pour ses démarches administratives en ligne. Des cours à domicile pour lui permettre d'être plus autonome sur l'ordinateur. Voilà, sélectionnez impôts.gouv.fr dans les réponses. Comme ces captures d'écran pour accéder au site des impôts. Je surligne des passages pour qu'elle sache vraiment où cliquer, où trouver les informations. C'est comme une notice, pareil. Je vais vous laisser faire en fonction du mémo que j'ai fait. Mais pour Marie-Elisabeth, l'informatique est sa bête noire. Et donc pour déclarer, c'est là. Quand vous êtes sur l'écran et qu'il faut regarder à droite, à gauche et que vous vous dites si j'appuie et que ça fait une fausse manœuvre, qu'est-ce que je fais? En attendant, les retards et les factures s'accumulent pour la maraîchère. Peu de personnes osent s'avouer, on va dire, dépassées par les événements. Quand on se laisse submerger, forcément, tout prend du retard. Et il faut après arriver à rattraper ce retard, ce qui n'est pas forcément chose évidente à faire seule. Parce qu'elle maîtrise mal l'informatique, avec des démarches en ligne parfois trop compliquées, à 69 ans, Marie-Elisabeth n'a toujours pas rempli son dossier pour partir en retraite. Je suis partie à l'étranger pas mal de temps et il y a quand même des documents à retrouver. Donc je persévère en attendant les courriers, etc. Avec la dématérialisation, comme elle, beaucoup renoncent à leurs droits. Cela concerne près d'1 Français sur 3. Les personnes âgées ne sont pas toujours les seules concernées. La fracture numérique touche aussi les plus modestes ou les moins diplômés. En France, 2,5 millions de personnes sont atteintes d'illettrisme. Aux poissons, aux cacahuètes. Ils ont entre 50 et 53 ans. En plus de la lecture ou de l'écriture, ces élèves suivent depuis quelques mois des cours d'informatique. Ok, non mais on va voir. Cliquez dessus. Car ne pas maîtriser la langue peut être un frein face à un ordinateur. Il y a des problèmes d'orthographe, donc du coup ils vont encore plus se restreindre et ils vont plus se limiter à envoyer ou à écrire.
Et c'est vraiment, ça peut être un gros obstacle, effectivement. Un obstacle difficile à franchir, surtout quand on cherche du travail. J'ai fait déjà magasinier. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était sur listing, on prenait les feuilles, hop, on partait directement chercher la commande. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Donc, on est obligé d'apprendre pour faire mes CV, pour l'utilisation, parce que c'est ma femme qui gérait tout. Tous ont réussi jusque-là à passer entre les mailles en développant des stratégies comme Patricia. Alors, là, je vous laisse regarder. Sa fille est partie. Désormais, elle ne peut plus l'aider. Je me retrouve toute seule. Alors, je suis bien obligée de me débrouiller par mes propres moyens. Bénéficiaire du RSA, Patricia a quitté l'école à 16 ans avant d'élever ses 4 enfants. Elle est aussi devenue grand-mère. Les 2 petits-fils, ils sont à Bordeaux et les 2 petites filles, elles sont dans le Jura. Il y a encore quelques mois, elle ne s'était jamais servie d'un ordinateur. Je fais des progrès de jour en jour. Ça me donne du baume au cœur. Je me dis, tu vois, tu te prenais pour une bête, et ben finalement, non. Je suis fière de moi. Aujourd'hui, Patricia veut reprendre sa vie en main et espère retrouver du travail pour aider les personnes âgées. Et on va continuer à parler de cette révolution numérique avec vous, Mathieu Triclot. Bonjour, vous êtes philosophe des techniques ici à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Alors on l'a vu, hein, les nouvelles technologies ont déjà bouleversé en quelque sorte nos vies. Et ça va probablement continuer avec l'intelligence artificielle, dont vous êtes un des spécialistes français. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle révolution ? C'est la question la plus grosse, la plus principale, de savoir si on va avoir un changement majeur. Et c'est une des promesses de l'IA depuis le début. L'intelligence artificielle, il y a cette idée qu'on pourrait avoir une sorte de double autonome de l'humain. Donc c'est une promesse maximale et considérable. Moi, je suis un peu en retrait par rapport à la hype actuelle. Parce que c'est la question qui compte. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien posée? Est-ce que la problématique du remplacement est la bonne? Et effectivement, on pense substitution. C'est-à-dire, on se dit, on veut avoir des machines qui vont faire exactement la même chose que les hommes en mieux. Moi, je viens d'une école de philosophie des techniques qui ne pense pas substitution, mais qui pense suppléance. C'est-à-dire que ma question, c'est comment est-ce que ça va transformer les choses dans les activités humaines? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, on a beaucoup bossé ces dernières années sur l'IA dans le soin à l'hôpital. Et les praticiens ont une peur quand on débarque, avec les équipes de technologues, d'informaticiens, et puis nos équipes de sciences humaines et sociales là-dedans. Ils disent, l'IA va faire mieux que moi, est-ce que je vais être remplacé? Par exemple, sur le diagnostic. C'est très compliqué, un diagnostic médical. Ce n'est pas juste regarder des images. Tu as aussi une discussion avec des collègues, tu prends des données hétérogènes, etc., etc. Et donc, non seulement les performances de l'IA, là, ici, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, mais en fait, si on veut penser l'IA pour le diagnostic, il faut le penser dans ce milieu social. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ce sera d'abord une aide supplémentaire plutôt qu'un remplacement de l'intelligence humaine? C'est la manière dont on pose la question aujourd'hui, et moi, je dirais aucun des deux. Quand on dit ça va être simplement une aide, on veut rassurer les praticiens, on veut dire non, vous inquiétez pas, ça ne va rien changer pour vous, ça va être la même chose en mieux et on va vous aider. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça transforme les tâches. On ne va pas faire le diagnostic de la même manière. Et je dirais que mon job de philosophe des techniques, c'est d'essayer d'anticiper et de réfléchir sur le terrain à comment est-ce que ça va transformer les manières de faire. Autre exemple, aujourd'hui, il y a ce discours avec ChatGPT, on peut remplacer les informaticiens. ChatGPT, c'est un générateur de texte. On lui pose une question, il nous sort un texte, une réponse qui paraît très argumentée, très réfléchie. C'est un peu une des applications vertigineuses de l'intelligence artificielle. Alors vertigineux parce que c'est un succès prodigieux et puis ça a bluffé tout le monde par la qualité des textes produits. Et alors ça peut produire aussi bien un poème qu'un rapport d'expertise, qu'un business plan, mais ça produit aussi du code informatique.
Et donc, il y a eu tout un discours disant les informaticiens vont être remplacés par ChatGPT. Bon, quand on regarde comment ça s'inscrit en fait dans la manière de travailler des informaticiens, c'est plus compliqué. Un informaticien, il ne fait pas qu'écrire du code. Il doit comprendre les spécifications ou les besoins de son client. Il doit l'adapter à l'architecture logicielle de son entreprise et à l'endroit où il se trouve. Et puis, ChatGPT, ça vient dans les moments où on vient rechercher des blocs de texte, de code, les coder à l'intérieur de son code, mais il faut encore le vérifier, il faut le débugger. Il y a plein de limites, en fait. Donc, l'idée comme ça d'un remplacement à grande échelle, elle se heurte quand même à beaucoup de frictions sur le terrain concret, quand on regarde effectivement comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un défi éthique aussi, là ? En fait, le discours des risques, il est clivé entre deux aspects. Tu as d'un côté cette histoire d'intelligence artificielle générale, et on fait flipper les gens avec la peur de cette espèce de remplacement maximaliste. Mais à côté de ça, il y a toute une série de risques qui sont très concrets. Tu as d'une part un problème lié à la valeur de vérité. Alors c'est la question des images, c'est la question du texte produit de manière journalistique. Dans les corpus d'entraînement, par exemple, il y a des sites de désinformation. Russia Today, qui est banni dans l'Union européenne, à ma connaissance, et dans les corpus d'entraînement de ChatGPT. Donc quand tu lui poses une question sur le conflit Russie-Ukraine, c'est une de ses sources. La réponse. Et voilà. C'est une de ses sources. Voilà. Donc ça, tu as un énorme problème. Puis, plus, par ailleurs, ces IA génératives n'ont aucun rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi halluciner, inventer des sources, inventer des citations, et le tout avec un ton très docte et très professoral, comme celui que je suis en train d'adopter maintenant. Et donc ça donne l'impression qu'on est sûr de soi et que les choses sont vérifiées. Donc ça, c'est le premier défi. La vérité. Le deuxième problème, justice. En fait, ça c'est une des constantes dans la réflexion éthique autour de l'intelligence artificielle, c'est la question des biais. En fait, dans quelle mesure l'image ou le texte qui va sortir produit des représentations potentiellement, par exemple, racistes, xénophobes ou islamophobes, etc. Et là, il y a deux sources. Il y a ce qu'on appelle le corpus d'entraînement. S'il y a des biais à l'intérieur du corpus d'entraînement, en fait, le modèle va les amplifier en sortie. On a eu un exemple récemment dans l'actualité, il y a 2-3 semaines, un homme noir qui est arrêté aux États-Unis sur la base de la reconnaissance d'image, un techno d'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, et qui a été appréhendé alors qu'il n'avait rien fait, parce que les technos ont des biais, là ici, par rapport à la couleur de peau. Ça, c'est des risques absolument majeurs. Et puis, il y a un problème de pouvoir. Il y a un effet de ces IA génératives, par exemple sur les images, qui est un risque quand même de prolétarisation de certaines professions. En Chine, il y a une perte d'emploi absolument massive sur les illustrateurs qui font des images pour les jeux vidéo. Alors, pas directement sur le cœur de métier, mais autour du jeu, faire des cartes à collectionner, des posters, etc. La baisse d'emploi, je crois que c'est moins 70%, quelque chose comme ça. Parce que les producteurs utilisent des images générées par des intelligences artificielles. Alors, on peut se dire, là, c'est le cas parfait du remplacement. En fait, le cas est un peu plus compliqué parce que c'est plutôt une pression à la baisse. C'est-à-dire que l'éditeur va sortir une image par IA et va dire à l'illustrateur, corrige-moi ça, parce qu'elle a 3 mains ou elle a 6 doigts, et donc ça ne va pas. Il faut dans tous les cas du travail humain derrière. Mais ce travail humain, il va être prolétarisé. Et puis l'autre risque politique majeur, c'est l'effet de concentration et de privatisation. C'est aujourd'hui des gros acteurs, quelques gros acteurs qui concentrent l'essentiel des technos, et les technos se ferment de plus en plus. Dans le moratoire demandé sur l'intelligence artificielle, cette question elle est centrale, puisque OpenAI sur ChatGPT ne donne même plus les sets d'entraînement, les données d'entraînement. Donc tout ce qui est cette critique des biais qui était très importante, on ne peut plus la faire. Donc on a affaire à une boîte noire complète. Et ça, c'est un danger. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir éclairé sur ces risques. Mais on a bien compris néanmoins, les ordinateurs ne remplaceront pas tout de suite les hommes et surtout le cerveau humain. Ils vont continuer à suppléer et aussi nous ouvrir de nouvelles manières de penser. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Elle aussi, nous l'utilisons tous les jours. Elle aussi a connu de profonds bouleversements ces dernières décennies. La voiture, objet du quotidien, symbole s'il en est des époques qu'elle traverse. On va s'intéresser à présent non pas à la ligne extérieure de nos véhicules, mais plutôt à leur intérieur, en particulier le poste de conduite. De la manivelle au cockpit, voici le grand virage du tableau de bord. Laurent Ducrozet, Éric Debief et Rémi Poirot. Depuis toujours, on les aime pour leur silhouette. On a donc du mal à intérioriser notre relation à l'automobile. Comme si l'histoire de l'évolution de notre tableau de bord se résumait aux besoins du fumeur et à quelques gadgets. Et pourtant,
Il s'en est passé des choses à l'intérieur de nos voitures depuis 140 ans. Des changements parfois radicaux, souvent discrets. Direction donc le musée de l'aventure Peugeot pour remonter le temps avec son conservateur Hervé Charpentier. Avant le XXe siècle, c'est clair, le confort est là, mais la conduite du véhicule laisse sceptique. Le volant d'ailleurs n'existe même pas. La première Peugeot à l'adopter date de 1901. Ensuite, tout s'accélère. La marque au Lyon va façonner un vrai poste de conduite qui, à l'époque, se trouve d'ailleurs à droite. On commence à parler de planches de bord où on a vraiment des indications. Alors, curieusement, la première indication qui va venir, c'est la montre. La voiture, c'est aussi fait pour gagner du temps, pour se rendre quelque part. Et on a la montre qui va apparaître sur quasiment tous les modèles. Et on va voir apparaître en option les premiers compteurs kilométriques et l'indication de la vitesse. Peu à peu, le design s'affirme. C'est le cas avec ce rarissime cabriolet 601. Ce qui marque les années 30 chez Peugeot, c'est la naissance du style Peugeot, du bureau de style Peugeot. Et là, on voit apparaître de nouvelles informations sur un tableau de bord qui a été centralisé. Toutes les informations sont répercutées au centre du tableau de bord, de la planche de bord. La jauge d'essence apparaît et on voit combien il nous reste de litres d'essence dans son réservoir. À la fin des années 40, la firme sochalienne se relance avec un modèle familial devenu iconique, la 203. Alors, ce qui est notable déjà, c'est que les informations conducteurs basculent devant le conducteur. On ne va plus aller les chercher au milieu. Elles sont vraiment en dessous. Le regard ne fait plus que monter, descendre. Et ce qui apparaît, en plus de toutes les informations traditionnelles sur la planche de bord, regardez bien, on voit apparaître les manettes de commande au volant. Éric Bartholin travaille également au musée de l'aventure Peugeot. Pour lui, cette 203 demeure une référence 75 ans après son lancement. En fait, c'est une voiture moderne. Alors là, quand je dis ça, je passe toujours pour un extraterrestre, mais tant pis. Mais c'est vraiment une voiture moderne et il n'y a pas, à part la forme de la voiture, les vitesses au volant, mais comme il y a eu après sur les 404, certaines 504, après 204, etc. Mais c'est très, en fait, c'est très proche. On peut passer les vitesses même voilà, d'une main sans lâcher le volant. Il n'y a pas de difficulté spécialement. Et on prend surtout un plaisir immense. En termes de confort pur, on n'est jamais fatigué dans la voiture, par les sièges, par la route. Avec la 403, puis la 404, ou bien encore la 504, Peugeot, comme les autres constructeurs, va améliorer et moderniser le poste de conduite. Au début des années 80, on change carrément de planète au niveau design avec l'arrivée de la 205. La 205, il faut voir que c'est un véhicule qui va marquer les esprits et puis c'est surtout deux grands noms du style. Pour l'extérieur, Gérard Velter, pour l'intérieur, Paul Bracq. Et donc ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est le travail de Paul Bracq qui va synthétiser une voiture très élégante, très sportive pour ces modèles, avec des cadrans très complets. L'affichage digital, lui, est encore balbutiant. On pensait déjà dans le début des années 80, que toutes ces informations essentielles du tableau de bord pourraient être données de façon originale. Et là, je vous renvoie à la planche de bord du concept car Quasar qui date de 1984. De drôles de voitures, des exemplaires uniques qui, dès le début des années 2000, dévoilent déjà le poste de conduite des Peugeot d'aujourd'hui. Il a même désormais un nom, l'e-cockpit. Dans cette concession Peugeot à Morteau, le concept imaginé par la marque se décline aujourd'hui sur tous les modèles. Le e-cockpit représente une réelle innovation de la marque Peugeot. Il est caractérisé en fait par trois éléments principaux. Tout d'abord, un volant compact, un afficheur tête haute et un écran tactile.
les ingénieurs ont travaillé depuis quelques années maintenant pour vraiment procurer de nouvelles sensations aux clients, de meilleures sensations de conduite. Alors bien entendu, pour acheter un véhicule, il faut déjà que le véhicule plaise extérieurement, on est d'accord, mais il faut qu'il plaise également intérieurement. Donc à chaque fois que les clients rentrent dans ce véhicule, le e-cockpit, c'est toujours l'effet waouh, puisqu'en fait, ils retrouvent tout de suite une position de conduite qui leur convient. Vous êtes au début de la conduite semi-autonome, puisque le fait d'avoir l'avertisseur de franchissement volontaire de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif, ça vous permet d'utiliser cette conduite semi-autonome. Demain donc, on ne conduira plus vraiment de la même manière. À l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, chercheurs et ingénieurs ont déjà lâché le volant et c'est plutôt passionnant à étudier. Ce qui existe déjà sur le marché, c'est des aides à la conduite avancée toujours plus sophistiquées et à toute petite échelle des véhicules de niveau 3. Donc comme celui-ci, qui font ce qu'on appelle de la conduite autonome conditionnelle, donc qui sont capables de conduire tout seuls sans supervision de la part du conducteur. Notre spécialité, c'est l'ergonomie, donc on était qualifiés pour travailler sur ce projet qui s'intéresse à l'amélioration des comportements dans les véhicules autonomes et à l'évaluation de leur acceptabilité. Dans les véhicules de niveau 5, ceux qui seront entièrement autonomes, il n'y aura même plus de conducteur, mais attention, les effets peuvent être surprenants, voire même désagréables. Comment on peut augmenter l'anticipation de la personne sur les mouvements du véhicule pour éviter ce problème de mal de transport que la personne arrive d'accepter les véhicules autonomes. Si on peut utiliser des véhicules autonomes et chaque fois qu'on fait le trajet, on aura des problèmes, on aura mal de transport, donc ça va être compliqué d'utiliser ce genre de véhicule. Tenir ce volant qui a tant changé au fil des décennies ne sera peut-être bientôt plus qu'un souvenir, ou alors une illusion créée par un véhicule autonome qui nous proposera, qui sait, de piloter une vieille Peugeot. Alors autonome ou pas, à quoi ressemblera la voiture de demain? On va en parler avec vous, Bruno Grandjean. Vous êtes le directeur général du pôle véhicule du futur, un pôle de compétitivité basé sur la Bourgogne-Franche-Comté et sur la région Grand Est. Le premier changement majeur, déjà notable pour les automobilistes, c'est le changement de motorisation. Ça ne va plus rien avoir à voir avec ce qu'on a vécu ces dernières décennies. Tout à fait, puisque l'Union européenne nous impose de ne plus vendre que des véhicules électriques, en tout cas pas de véhicules à combustion interne, donc des véhicules électriques à batterie ou des véhicules à pile à combustible étant un moyen de produire de l'électricité à partir d'hydrogène. Qu'est-ce que ça implique des véhicules électriques en grand nombre pour tout le monde ? Quand on va obliger tout le monde à acheter des voitures électriques, on va devoir trouver une solution pour que les gens qui se garent dans la rue puissent se charger de façon simple. Ça veut dire qu'il n'y a aucune certitude qu'à l'avenir on puisse tous pouvoir recharger sa voiture la nuit, par exemple ? Alors, on trouvera forcément une solution. La difficulté, c'est une question de planning, puisque si on met en place les bornes trop tôt, le contribuable ne sera pas d'accord, puisqu'on met des choses qui coûtent de l'argent et qui ne servent à rien. Alors que si on arrive en retard, c'est l'usager qui sera embêté, puisqu'il n'y aura pas de solution de recharge. Il y a aussi un enjeu majeur, c'est celui des véhicules autonomes. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt avoir tous des véhicules autonomes ? Google et Tesla nous ont vendu le véhicule autonome, mais il y a des problèmes de fiabilité de technologie. Non pas que la technologie de véhicule autonome soit très en dessous du conducteur humain, mais autant on accepte qu'il y ait 3000 morts par an sur les routes liées à des conducteurs humains, autant aux premiers morts liés au véhicule autonome, on criera au loup et on demandera l'interdiction de la technologie. La nouvelle technologie n'aura aucun droit à l'erreur. Comme disait un chercheur, le grand enjeu du véhicule autonome, c'est de savoir combien on autorise les robots à tuer d'humains.
Après, il y a aussi tout ce qui est consommation électrique. La conduite autonome nécessite des calculateurs très, très gourmands en électricité. Et donc, ça diminue l'autonomie des voitures électriques. Et puis, il y a la question du coût, puisque ça a aussi un coût très important, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, chaque ménage a une ou deux voitures. Est-ce qu'à l'avenir, on aura tous encore des voitures particulières ou est-ce que ça aussi, ça va changer? Il est clair que si on veut optimiser le système, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des petits véhicules pour les besoins quotidiens et d'utiliser de l'autopartage pour les grands déplacements. Le souci, c'est que c'était déjà le modèle qui était proposé au lancement de la Smart il y a 25 ans et que ça fait 25 ans que c'est une bonne solution, mais que la solution n'est pas utilisée. Un dernier mot peut-être sur les voitures volantes. C'est une utopie ou un jour ça pourrait devenir réalité? Alors il y a beaucoup de start-up qui mettent beaucoup d'argent dans ce développement dans le monde. C'est une utopie, mais éventuellement ça peut poser un gros risque pour les usagers. Ce n'est ni plus ni moins que des hélicoptères. Et avoir des hélicoptères qui tournent autour de soi toute la journée, ce n'est pas forcément le rêve de tout le monde. Ça veut dire que finalement la voiture de demain, hormis la motorisation, elle ressemblera beaucoup à la voiture d'aujourd'hui? Les consommateurs sont assez conservateurs dans leur choix et je n'imagine pas de rupture énorme dans les prochaines années, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Merci beaucoup Bruno Grandjean d'avoir partagé avec nous votre vision de la voiture de demain. Merci. On va jeter un coup d'œil dans le rétro, à présent avec une époque toujours dans le vent, les années 80. Une décennie de politique, de culture, de musique qui fascine toujours autant, au point de redevenir un phénomène de société. Les magnétiques années 80, c'est avec Sylvain Bouillot et Christophe Gaillard. Bonne route! Que vous les ayez vécues ou non, les années 80 résonnent certainement en vous. Réel tournant politique et artistique ou simplement fruit d'un fantasme collectif, en tout cas, cette décennie est dans l'air du temps. Les années 80, c'est extrêmement hétérogène, extrêmement complexe. On a l'impression que c'est une sorte d'entité homogène. Il y a les années 80 où tout le monde vivait dans une sorte d'osmose culturelle avec une même personnalité. On a un peu l'impression de tout cela, ce qui est absurde en fait. Un sociologue pour guide et pour voyager dans le temps, la mythique DeLorean de Marty McFly. Flipper et bornes d'arcade, des objets, non, de véritables totems des années 80. Collectionneurs et passionnés, ces gamins, ces quinquagénaires de l'association Pinball Passion se retrouvent régulièrement. Objectif, restaurer ces belles machines et surtout y jouer. Nostalgique, enfin voilà, on retrouve ces souvenirs de jeunesse. Il y a une super ambiance, donc on prend plaisir à se retrouver, à discuter. Il y a toujours des échanges de combines où il y a toujours des machines à aller dépanner ou à acheter à droite à gauche. Un cas d'école, le Pac-Man, donc c'est un jeu qui date des années, c'est un jeu typique des années 80 que beaucoup de monde connaissent et des gens ont plaisir à retrouver ces jeux-là et à jouer et à retrouver leur plaisir de jeunesse qu'ils avaient dans les cafés ou dans les salles de jeu. Donc là, je répare un tube cathodique. C'est un tube qui date de 87. Il lui fallait une petite révision sur ce modèle-là pour pouvoir la mettre dans une borne d'arcade et qu'elle soit révisée. Voilà. Chacun fait aussi ses années 80 à sa façon. Et comme c'est accessible, comme on y a facilement accès, on va pouvoir l'intégrer dans ce qu'on vit dans le présent. Mais en même temps, ça forme à nouveau des références communes, et ça c'est important. Haute en couleurs, les 80s sont à la mode. Pour preuve, le musée des arts décoratifs de Paris en a même fait une exposition. Donc on a été baigné par Niagara, Eric Tiendao, donc c'était... Oui, c'est impressionnant de revoir tout ça. Et puis moi j'aime beaucoup les années 80 parce que c'est très coloré et j'aime tout ce qui est un peu graphisme aussi.
Les années 80 en France, on peut le dire, commencent avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et se terminent avec la chute du mur de Berlin. Entre désillusion et espoir, une décennie riche, libre et parfois agitée. Il y a une explosion de la création qui est soutenue par une politique culturelle très engagée, puisque voilà, on bénéficie de moyens financiers pour pouvoir créer en toute liberté. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise cette décennie, quoi. Il y a une création hexagonale. Vous avez des gens comme Jean-Paul Goude, comme Jean-Baptiste Modino, par exemple, qui vont émerger dans cette décennie. Et c'est l'âge d'or de la publicité, par exemple. Voilà, les années 80, c'est les années chic, les années fric. Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle Citroën? Révolutionnaire! On avait beaucoup de pubs avec des schémas plutôt sexistes, etc. On a pu voir tout à l'heure et on peut voir la différence avec maintenant. Quand on met en scène des personnes asiatiques pour vendre des nouilles, c'est fini, quoi. Et tant mieux parce que les personnes aujourd'hui souffrent de ces anciennes images encore. Quand on a des difficultés à se projeter favorablement, sereinement dans l'avenir, c'est le présent. On vit davantage dans le présent qui m'importe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le passé qui fait mécaniquement le présent. C'est dans mon présent que je vais mobiliser, piocher des éléments du passé. Et à ce titre, les années 80 sont extrêmement pratiques. Séries, cinéma, musique, piocher dans le passé, pour sûr, la pop culture actuelle ne se gêne pas. Dans cet atelier musical, certains jeunes stagiaires sont visiblement fans du son des années 80. C'est un super morceau, bon, carrément. Qu'est-ce que tu as voulu montrer du coup là-dedans? J'avais cette image positive en tête qui correspondait à ce son. Pour moi, ça représentait quelque chose de positif. Okay. Cette atmosphère-là, qui est assez colorée. Pour moi, les années 80, c'est un peu ça, c'est des synthés. Tu aurais une idée du synthé? En tout cas, moi, ça m'évoque un synthé quand j'entends ce son-là. Ouais. Pour moi, ça me fait penser à un Jupiter. J'essaie de retrouver un Jupiter 8. Ouais. Pour moi, un son des années 80, ce serait quelque chose avec de la reverb quand même. Plutôt modulaire, type synthétiseur. Donc des choses nouvelles pour l'époque. Et puis, ouais, avec assez joyeux, assez aigu. Quand on pense aux années 80, on pense à des machines emblématiques en fait, qui ont créé un son, et puis l'arrivée aussi de l'ère du numérique dans l'enregistrement et dans le traitement. Maintenant, il y a des entreprises qui font ça parfaitement bien et on peut avoir justement ces machines légendaires à portée de clic, avec un petit contrôleur et très peu de moyens finalement. Je pense que c'est à la fois un peu de mode, un peu d'opportunité aussi, et puis un peu d'amour aussi de ces machines-là, quoi. De l'amour, mais aussi beaucoup de business. Figurines, jeux, déco. Aujourd'hui, tout ce qui se rattache aux 80s rapporte. À partir du moment où on a un imaginaire culturel, on va dire, qui fait sens, effectivement, dans un monde néolibéral qui est né à ce moment-là, la marchandisation est inéluctable. Et à ce jeu, certains sont plus imaginatifs que d'autres. Le roller disco, ça vous parle? Et ça alors, ça vous dit quelque chose? Déjà propriétaire de 2 parcs de loisirs, Joachim et son épouse ont ici investi 600 000 €. Un concept inspiré de La Main Jaune, la fameuse discothèque vue dans la boum. Stranger Things, c'est un réel retour aux années 80. Beaucoup de séries, effectivement, où même beaucoup de jeunes regardent Retour vers le futur, alors que c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec que la jeunesse de maintenant, quoi. Mais pourtant, ça revient. Il faut surfer sur ce qui fonctionne. Si dans 10 ans, c'est les années 90 ou 2000 qui fonctionnent, on changera de fusil d'épaule, mais pour l'instant, c'est les années 80.
C'est sympa, c'est familial, c'est festif, c'est pas prise de tête. J'ai découvert le patin il n'y a pas longtemps. Et puis être plongée dans les années 80 parce que le manga, je l'ai découvert par mes parents, la musique, ça met dans une ambiance en fait qu'on ne connaît pas. Et en étant ado, on découvre ce qu'ont vécu nos parents en fait. Réédition, compilation, le filon est exploité aussi par l'industrie du disque. Mais ironie du sort, le CD, technologie des années 80, est remplacé par plus vieux que lui, le vinyle. Si en fait c'est un best-of des années 80 à 83, donc dans l'idée c'est qu'effectivement ce sera quand même des titres connus, mais pas non plus des titres emblématiques. Ça sera quand même sur ces années-là, 80-83. On peut faire l'hypothèse que le fait de s'appuyer sur cet imaginaire des années 80 en dit long sur la fébrilité de notre propre imaginaire, c'est-à-dire les difficultés qu'on a à se projeter dans l'avenir. Une narration pour une époque manquant de récit, le constat est peut-être dur. Mais il pourrait expliquer cette tendance à considérer que les années 80 sont devenues aujourd'hui une sorte de refuge, à la fois pour ceux qui les ont vécues et pour ceux qui auraient souhaité les vivre. Allez, il est temps d'éteindre les enceintes, de ranger la boule à facettes. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Like the night